droit de réplique. Pour le groupe du Mouvement démocrate et apparenté, je passe la parole à Monsieur Philippe Bolo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, tandis que la représentation nationale travaille actuellement au projet de loi relatif à l'asile et à l'immigration, rappelons que l'aide publique au développement est un moyen pour l'action publique d'en traiter les causes autant que les effets. Dans cette ambition globale, ma question portera, Monsieur le Ministre, sur la dimension européenne de notre aide publique au développement. Alors que la France a décidé d'augmenter significativement son APD conformément à l'engagement du Président de la République de porter cette aide à 0,55% du produit intérieur brut en 2022, se pose dès lors la question de l'articulation entre cette trajectoire haussière et le cadre européen. Si la France contribue largement au financement des instruments d'aide au développement de l'Union, à commencer par le Fonds européen de développement, c'est que ces outils communautaires permettent un important effet de levier. Or, les conclusions du récent comité interministériel de la coopération internationale et du développement indiquent que le gouvernement inscrira sa politique en la matière dans le cadre du consensus européen. Ce cadre commun et global qui, pour la première fois, s'applique à l'ensemble des institutions et États membres de l'Union. Dans le même temps, les États membres négocient le cadre financier pluriannuel et réfléchissent au futur Fonds européen de développement. Pouvez-vous donc nous dire, Monsieur le Ministre, comment la France se positionne dans ces négociations ? Se dirige-t-on d'une part vers une augmentation des moyens de l'APD européenne? Prévoit-on d'autre part une diversification des sources de financement au moyen notamment d'une taxe sur les transactions financières? Envisage-t-on enfin une harmonisation des stratégies d'aide au développement? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bolo. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'en profite pour saluer cette présidence placée justement entre les mains de quelqu'un qui a à cœur ces questions de développement. Je tenais à le souligner au début de notre débat. Je crois que nous sommes tous ici justement si ce n'est des apôtres, en tous les cas des femmes et des hommes engagés. Et donc, je vois que mon temps de parole a commencé, donc je vais y aller pour répondre très précisément à votre question, Monsieur le député Bolo. Donc, oui, naturellement, nous nous coordonnons au sein de l'Union européenne et il faut dire que les efforts conjugués des États et de l'UE fait quand même une force de frappe de l'ordre de 75,5 milliards d'euros, si je puis parler ainsi. Une force de frappe positive qui est amenée à contribuer justement effectivement à un certain nombre de projets concrets qui changent la vie sur le terrain dans un certain nombre de pays les moins avancés. Les pays les moins avancés, les pays les plus fragiles, ce sont nos priorités et il se trouve que l'Union européenne également a repris ses priorités. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est par exemple près de la moitié du Fonds européen de développement qui est concentré sur 19 pays prioritaires identifiés comme tels par la France, le reste se répartissant sur 60 autres États. Donc vous voyez bien que nos priorités géographiques sont bien prises en compte, qu'on est coordonnés de ce point de vue-là. Et puis par ailleurs, il y a vraiment cette idée aussi d'une programmation conjointe qui a été développée et qui permet une meilleure division du travail entre les différents échelons, les différentes agences. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné, juin 2017, adoption d'un nouveau cadre, d'un nouveau consensus européen pour le développement qui fournit justement un cadre nouveau pour cette coordination. Alors, s'agissant de l'avenir, puisqu'effectivement, nous sommes maintenant rentrés dans des discussions préalables au prochain cadre financier pluriannuel post-2020, il est vrai qu'à ce stade, nous ne pouvons pas vous en dire beaucoup plus, puisque en réalité, déjà les discussions quant à l'enveloppe, etc., globale, doivent avoir lieu compte tenu du retrait du Royaume-Uni, qui a un impact quand même important. Et donc, nul doute qu'il devra y avoir une rationalisation, une concentration accrue des différents instruments financiers. Il y a un débat qui a lieu sur la budgétisation du FED. Ce débat n'est pas tranché. Mais en tous les cas, sachez que nous allons veiller à défendre une approche ambitieuse dans le cadre de ces discussions, naturellement, parce que vous l'avez dit, nous avons, Europe et Afrique, un certain nombre de défis communs à relever et cette aide publique au développement est un levier très important. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et pour vos propos aimables par ailleurs. Je passe la parole au président Sylvain Waserman. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la France a pris une décision historique en passant de 0,38 avec une cible de 0,55 sur l'APD. Cela dit, en raison d'une architecture budgétaire particulièrement complexe, ni le ministre ni le Parlement n'ont à ce stade une visibilité complète sur le détail de cet engagement financier.
Les capacités de pilotage et de contrôle sont réduites et pour atteindre la trajectoire de 0,55, il est important de mesurer, parce que ce qu'on ne mesure pas, on ne le contrôle pas. Par conséquent, ma question est simple. J'ai essayé à plusieurs reprises d'avoir le détail de l'APD française. Pouvez-vous garantir la transparence totale des données, c'est-à-dire de chaque euro dépensé, je devrais plutôt dire chaque euro investi dans l'APD, pour que nous en ayons une pleine visibilité. Et par ailleurs, il est question dans les conclusions du CICID d'un rapport présenté par le ministre au président de la République et au Premier ministre sur la mise en œuvre de la trajectoire. Pouvez-vous nous dire si ce rapport du ministre a vocation à être rendu public et accessible pour les parlementaires? Monsieur le ministre, vous aurez compris qu'à notre sens, et nous avons à plusieurs reprises formulé cette demande, la transparence est une question bien sûr d'efficacité, mais aussi de lisibilité et de crédibilité pour l'APD française. Donc nous comptons sur vous pour être le premier des ministres qui parvient à pleinement informer le Parlement sur la nature et les secteurs de l'APD. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président Waserman, pour cette question. Vous avez raison, l'aide publique au développement, elle se répartit, elle se décompose en de multiples programmes. Bon, deux essentiellement, quand même, le programme 110, aide économique et financière au développement, qui est mis en œuvre par le ministère de l'économie et des finances. Le programme 209, solidarité à l'égard des pays en développement, qui est mis en œuvre par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et s'y ajoute le Fonds de solidarité pour le développement, le FSD, qui recueille le produit des taxes affectées. Et ça fait 40% des crédits budgétaires éligibles à l'APD. Mais tenez-vous bien, il y en a 60% qui sont répartis dans une myriade d'autres programmes, une vingtaine effectivement, ce qui, je vous le concède, ne facilite pas la lecture de tout cela. Donc, il y a un certain nombre de mesures ou de travaux qui ont déjà été mis en œuvre ou vont l'être. Il existe d'ores et déjà un document de politique transversale, ce qu'on appelle un jaune, en bon jargon de Bercy, qui justement permet de retracer l'ensemble de l'aide où qu'elle soit logée. Donc c'est un document budgétaire auquel vraiment, dont je vous incite à en prendre connaissance systématiquement, parce qu'il évite cet éparpillement, il permet de bien prendre conscience des choses. Par ailleurs, les deux ministres, Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire, ont convenu, et ça a été inscrit noir sur blanc dans le CICID du 8 février, que désormais, chaque année, il y aura une conférence budgétaire préalable qui réunira les deux ministères pour justement qu'on puisse préparer une copie qui justement soit commune, en dépit du fait qu'existent deux programmes séparés, gérés par les deux ministères. Et donc, il y aura cette approche qui sera conjointe, qui sera commune, qui ne sera pas divergente, et c'est important. Par ailleurs, je crois que j'ai vu d'ailleurs que la majorité était très attachée au fait de conforter l'évaluation et le contrôle. Moi, je pense que la loi de règlement doit prendre plus de place peut-être dans nos travaux, dans vos travaux. Et à cette occasion-là, ça permet de rendre compte et d'être redevable envers vous de tout ce qui se fait en matière d'APD notamment. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Toujours pour le groupe du MoDem et apparenté, je passe la parole à Madame Sarah El Haïry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je souhaitais attirer votre attention, évidemment moi aussi, sur l'aide publique au développement, mais plus particulièrement sur la volonté de décentralisation. Je me réjouis aujourd'hui des orientations prises par le gouvernement, ça va dans le bon sens, parce que la seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est bien celle de la coopération et du partenariat, comme disait Kofi Annan déjà. Les critiques à l'égard de l'aide publique au développement ne manquent pas malheureusement. Inefficacité, opacité, montant trop faible par rapport aux engagements français. Par contre, dès début 2018, le gouvernement a annoncé réviser ses priorités en matière d'aide au développement. D'ici 2022, la part de l'aide bilatérale et les contributions aux ONG seront donc fortement renforcées pour faire de la vraie coopération. Cette volonté de renforcer le rôle des organisations non gouvernementales et plus largement des acteurs non étatiques dans la mise en œuvre de la politique de développement et de solidarité internationale répond tout à fait à un souci d'efficacité de l'aide et de l'utilité. La France compte bien
que l'aide ne peut avoir d'effet positif que si elle est accordée en fonction des programmes déterminés, par ceux qui font et par ceux qui savent. Cependant, se pose donc la question des modalités de cette décentralisation accrue de l'aide au développement. Quels seront les ONG, Monsieur le Ministre, les organismes de la société civile à être sollicités pour recevoir ces contributions d'aide au développement et participer à la mise en œuvre de celles-ci? Quels contrôles seront mis en place afin de limiter les dérives? Comment s'assurer de l'efficacité, de l'utilité? Et pour rejoindre ce qu'a dit mon collègue, la transparence, toute la transparence souhaitée sur cette aide. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame El Haïry. Je passe la parole au ministre Lemoine qui vous répond. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, oui, effectivement, vous avez raison. Le montant qui transite par les ONG, il est relativement faible en France. Il s'élève, pour notre bonne compréhension et celles et ceux qui nous regardent ou nous lisent, à 220 millions d'euros, ce qui représente 4,5% de notre APD, là où la moyenne des pays membres du comité d'aide au développement de l'OCDE s'élève à 12%. Donc on a cet enjeu de pouvoir augmenter significativement. Donc le CICID a pris un engagement, celui de doubler d'ici 2022 ce montant. On voit que même en doublant, on ne sera pas encore dans la moyenne, mais il y a cette volonté de rattrapage. Alors ça va se faire tout simplement à travers naturellement l'augmentation des dossiers qui vont transiter par le guichet ONG de l'AFD et également par tous les appels d'aide à projet qui sont lancés par l'AFD ou le MAE. Vous évoquiez naturellement les évaluations régulières. Oui, il y a besoin de suivi des projets retenus pour s'assurer que la transparence est là. Et naturellement, l'AFD, dans le cadre des procédures de financement, assure un contrôle rigoureux de l'usage des subventions qu'elle met à disposition des organisations de la société civile qu'elle finance. Et donc, il y a un service du contrôle permanent et de la conformité qui s'en occupe tout particulièrement. En tous les cas, lorsque j'ai réuni le CNDSI, donc le Comité national pour le développement et la solidarité internationale, je vois des ONG qui effectivement, naturellement, signalent comme vous l'intérêt d'augmenter ces canaux et qui sont fortement engagés pour répondre à un certain nombre d'appels à projets. Et donc j'ai bon espoir que nous avions auparavant parfois du mal à faire en sorte de trouver des canaux et parfois des structures qui avaient la taille critique permettant de porter un certain nombre de projets. Mais j'ai bon espoir que tout cela se résolve vu toute la bonne volonté que j'ai pu percevoir chez les acteurs et je m'en félicite. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. J'ai pris le relais. La parole est à Monsieur Mohamed Lakila. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je débuterai mon propos avec un proverbe africain. La main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. La main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. Or, la volonté de la France d'augmenter les moyens consacrés à l'aide au développement ne me paraît pas satisfaisante à elle toute seule. En Afrique, parlons-en, ce continent a reçu plus de 1 000 milliards de dollars d'aide au développement au cours du demi-siècle dernier. Pour quel résultat, Monsieur le Ministre? Ne reproduisons pas les schémas du passé. C'est une aide efficiente qui permettra un développement efficace. Les pays d'Afrique, comme nombre d'autres pays, méritent mieux que notre charité. Nous atteindrons notre objectif quand nous aurons programmé la fin de l'aide publique au développement. Les enjeux climatiques, humanitaires et de santé dans ces pays sont importants et ils doivent rappeler à une réponse collective et européenne. Il semble que la piste des financements innovants apporte une réponse nouvelle dans ces domaines, mais elle ne peut pas être la seule. Alors ma première question, Monsieur le Ministre, quels sont ces financements innovants et dans quel secteur qu'ont-ils concrètement de nouveau pour les pays qui en bénéficient? Enfin, la situation économique de ces pays dépend en grande partie des relations extérieures de la France et de l'Europe. Réfléchissons à une véritable politique d'investissement et une collaboration rapprochée, au plus près, sur le terrain, pour trouver des solutions locales et durables, en associant, bien évidemment, toutes les parties prenantes. Or, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, notre balance commerciale en Afrique est très déséquilibrée. Qu'envisagez-vous
pour que nous ne soyons plus de simples pays exportateurs de produits, mais des pays qui accompagnent les entreprises qui innovent et qui créent de la richesse in situ pour les populations locales. D'autant que la démographie grandissante de ces pays fait que la véritable ressource est d'abord sur leur sol, c'est la richesse humaine, et pas seulement dans les sous-sols. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Président. Je vois qu'il y a une présidence éclairée sur le développement. On a succédé une autre. Et donc je vous salue, Président Waserman, dans cette fonction. Monsieur le député L'Aquila, alors sur les financements innovants et puis la nouvelle approche en fait, que vous dessinez, nous convergeons. C'est vrai que la France a été pionnière dans ces financements innovants. On se souvient tous, notamment de la mise en place par la France, dès 2006, de la contribution de solidarité sur les billets d'avion, qui a permis de mobiliser depuis cette date rien moins quand même que 2,1 milliards d'euros en faveur du développement depuis son instauration. Il y a eu un peu plus tard la mise en place de la TTF, la taxe sur les transactions financières, instaurée en 2012. Et au cours des 2 dernières années, près de la moitié de cette taxe a été consacrée au développement, 1,3 milliard d'euros. Et ça permet naturellement de financer un certain nombre d'actions multilatérales clés. D'ailleurs, le président de la République s'est engagé à ce qu'au niveau européen, apporter eh bien, ce souhait d'une TTF européenne pour financer le développement. Nous avons, en termes, je dirais, de changement de point de vue et d'approche plus partenariale et impliquant aussi le secteur privé, je crois un outil qui vient à point, qui est au niveau européen le lancement du plan d'investissement externe, le PIE, en novembre dernier lors du sommet UE-UA qui s'est tenu à Abidjan et qui a justement pour but de faciliter la mobilisation des financements privés. Alors à travers un mécanisme de garantie efficace qui va permettre un effet levier. Donc il y a 4 milliards d'euros qui vont être consacrés d'ici 2020 en termes de fonds publics et qui derrière vont permettre de mobiliser par effet levier jusqu'à 44 milliards d'euros de projets d'investissement. Donc vous voyez que c'est quand même significatif. Et puis il y a d'autres pistes de financement innovant qui pourraient être étudiées. On parle des contrats à impact social, des mécanismes qui permettent justement eh bien d'impliquer des investisseurs privés. Donc je crois que vous avez raison d'insister sur le caractère innovant des financements qui permet aussi de changer de logique, de paradigme et du côté main tendue, main qui reçoit, main qui donne, main qui reçoit, pour véritablement, je crois, avoir une responsabilisation de l'ensemble de l'humanité. En tous les cas, merci pour votre question. Je vous remercie. La parole est à monsieur Frédéric Petit. Monsieur le ministre, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, j'ai présenté dans cet hémicycle, lors de mon rapport sur le programme budgétaire 185, la grande diversité de notre intervention extérieure, de l'enseignement français en passant par expertise et bien sûr notre diplomatie économique et l'aide publique au développement. Si cette diversité doit être maintenue, elle doit être aussi pilotée et mieux coordonnée avec des objectifs partagés et des priorités affirmées. J'ai peur que nous en soyons loin. Monsieur le ministre, à l'heure où nos forces armées sont engagées dans le Sahel, mais aussi nos experts, nos moyens d'aide au développement, où nous soutenons les fragiles sociétés civiles des pays de l'Afrique subsaharienne, où nous y annonçons nos ambitions éducatives, francophones, où nous y concentrons notre aide au développement, à ce moment même, l'un des opérateurs de notre action extérieure, l'AEFE, dont certaines actions sont d'ailleurs parfois comptées comme dépenses d'aide au développement, choisit de supprimer dans cette même région 65 statuts de résidents ou d'expatriés sur les 900 que comptent les lycées français, ce qui revient à peu près à 30 millions sur la législature, alors qu'il n'en supprime que 40 sur les 1250 que compte l'Union européenne. Je prétends que l'arbitrage de ces suppressions de statuts aurait dû être considéré comme stratégique et non pas effectué sur les seuls critères internes de l'opérateur en question. Ces suppressions, au vu des enjeux de l'aide au développement comprises comme une priorité nationale, sécuritaire et diplomatique, auraient pu être effectuées avec beaucoup moins de dégâts dans d'autres pays, en particulier en Europe, où le statut protégé est beaucoup moins indispensable à la qualité de l'enseignement. Dans un autre domaine, mais tout aussi sensible, nous connaissons ces financements de projets par la France qui ne profitent pas systématiquement à l'export de nos entreprises, non pas parce qu'il faudrait les avantager, mais simplement parce qu'il faudrait les informer, les aider, en coordonnant dans ce cas aide au développement et accompagnement des PME à l'export. Vous avez parlé d'éparpillement. Quand on vous a interrogé sur le suivi, je crois que cet éparpillement, il est également tragique dans notre action.
Monsieur le ministre, la mise en œuvre de ce pilotage de près, de ce pilotage au quotidien, cette mise en œuvre cohérente des moyens que nous développons et que beaucoup de nos opérateurs réclament et appellent, où en est-on? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le député Petit, vous évoquez essentiellement, effectivement, l'enseignement français à l'étranger, sa coordination avec le développement général, et vous évoquez notamment les mesures de ressources humaines qui ont été prises ou vont l'être. De ce point de vue-là, il est clair que, on l'a vu, on a été obligé malheureusement, de subir ces 30 millions d'euros d'amputation, parce que en juillet dernier, il a fallu faire rentrer l'édredon dans la valise et malheureusement gérer aussi un certain nombre d'héritages en termes de finances publiques. Pour autant, le président de la République, vous le savez, s'est engagé à sanctuariser les crédits 2018-2019 et un groupe de travail est à la tâche auprès du secrétaire général du Quai d'Orsay avec le ministère de l'Éducation pour justement commencer à dessiner, à travailler l'enseignement français du futur. Nous veillerons à y associer les parents d'élèves aussi, je le dis, parce que j'ai vu qu'ils ne se sentaient pas associés, j'ai eu l'occasion de le dire à l'AFE, donc je le redis. Et vous évoquiez notamment un certain nombre de mesures par rapport aux géographies. Il va de soi que, à mon sens, il est plus facile de s'appuyer sur des recrutés locaux peut-être dans des géographies européennes que dans des géographies parfois qui sont celles de l'Afrique ou de l'Asie. Et donc on a besoin, de ce point de vue-là, je crois, de partir d'une copie blanche pour l'avenir et de regarder cela, vous avez raison, avec énormément d'attention. Parce que je dirais on parle souvent du nexus sécurité-développement, mais en fait la clé de tout, c'est l'éducation. Parce que l'éducation est celle qui va permettre, je dirais, de faire en sorte qu'il y ait un capital humain qui se développe. Et on sait que l'AEFE s'adresse aussi à un certain nombre de nationaux dans ces géographies que peuvent être l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie. Et donc, tout ça pour vous dire que vous serez naturellement associé en tant que parlementaire à cette grande réforme de l'enseignement français à l'étranger et que nous veillerons à ce moment-là à bien coordonner et bien naturellement le rôle avec le développement. Merci, Monsieur le ministre.